Il est évident que le premier des traumatismes que subit la fillette, l'adolescente ou même la femme plus âgée lors d'un tel sévice corporel qui lui est infligé de force est de nature psychologique. Que les complications somatiques, même à long terme, sont probablement, et je pèse mes mots parce que il faut être nuancé dans ce genre de discours, la souffrance psychologique l'emporte probablement encore sur tous les problèmes somatiques, physiques que peut ressentir cette femme durant toute son existence et les complications qu'elle peut vivre, par exemple, au moment de l'accouchement. Le problème psychologique résulte du fait qu'en règle générale, et je regarde les autres participants de cette table ronde qui connaissent mieux encore les conditions dans lesquelles elle se pratique que les deux médecins assis à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, en général, l'enfant n'est pas averti. Elle sera amenée par une ruse ou suite à une promesse quelconque à un endroit où va se pratiquer la mutilation génitale féminine. Elle n'est absolument pas préparée psychologiquement à ce qu'elle soit saisie, maintenue dans une position donnée, avec force. Éventuellement... En plus, par des gens à qui elle fait confiance. Par des gens auxquels elle fait confiance. Et c'est-à-dire qu'il va se produire un choc psychologique, une perte de confiance dans le milieu familial. Il y a d'autre part quelque chose d'extrêmement... un véritable choc psychologique, un traumatisme psychologique qui va perdurer, qui va donner lieu à des fantasmes, donc des réminiscences, aussi bien à l'état de veille que dans le sommeil. Cette femme qui a subi ce traumatisme va donc revivre tout cela avec un réveil constant du problème psychologique. D'autre part, au niveau sexuel, il faut faire une distinction entre les problèmes sexuels d'ordre somatique, c'est-à-dire que d'une part, bien évidemment, il y a eu une clitoridectomie, le clitoris a été enlevé dans la plupart des cas, pas dans tous, mais dans la toute grosse majorité des cas. La mutilation génitale féminine comporte d'abord une clitoridectomie pour une raison qui a été évoquée. Et d'autre part, donc, distinguer les autres séquelles somatiques, la cicatrice, la fermeture de l'orifice vaginal, etc., qui vont évidemment avoir des répercussions sexuelles de toute évidence, mais il y a également la phobie pour tout ce qui a trait à la sphère génitale qui va faire suite au traumatisme psychologique. Et donc aller différencier la cause ou la causalité du problème sexuel par après chez une patiente donnée est relativement difficile. Monsieur Nial, maintenant en Afrique, évidemment, c'est aussi considéré comme un problème de santé publique. Oui. Allô ? C'est considéré désormais comme un problème de santé publique à cause de la prévalence. Parce que, avec toutes les conséquences médicaux, sociaux, psychologiques développées par les médecins, ça devient un problème de santé publique. Et vous avez, donc, il y a 14 pays africains qui ont interdit par la loi les mutilations génitales féminines. Mais est-ce que le nombre de mutilations a baissé par la suite avec l'introduction de ces lois? Bon, moi je dis, c'est un mouvement mondial. Et si je me réfère au dernier communiqué, à cause de cette semaine du programme des Nations Unies pour la population et de l'UNICEF, et des différents rapports des programmes nationaux, l'espoir renaît parce que le communiqué est titré « Excision vers l'abandon ». Ça veut dire que,
sur le plan statistique, comme il a dit, on constate une diminution de la prévalence dans certains pays. Comme je dis, le mouvement est lancé. Et d'ailleurs, tout à l'heure, le professeur parlait d'opérations menées en cachette. Bon, moi, je pense que ça, c'est d'ailleurs un indice favorisant. Parce qu'à l'époque, ces cérémonies étaient médiatisées au niveau du village, ça faisait l'objet de festins, ça faisait l'objet de participation de grands mouvements de solidarité. Et si aujourd'hui, on se permet de le faire presque en cachette, ça veut dire qu'au moins, il y a un début de changement, il y a une forme de prise de conscience, et puis c'est un mouvement positif. Comme je dis, la prévalence, elle baisse. On a vu que dans des pays comme le Mali, en moyenne, sur les 3 années, à partir du lancement du programme en 2008, la prévalence est passée de 92 à 82%. Pour un pays comme le Sénégal... Donc une baisse de 10%. Voilà. Pour un pays comme le Sénégal, la prévalence est passée de 28 à 26%. Parce que là, c'est quand même le pays leader en la matière. Et il y a des pays comme l'Éthiopie où la prévalence est passée de 97 à 91%. Donc en moyenne, on a une diminution entre 7, 8, 10 points au niveau de la prévalence. Donc je pense que le mouvement est lancé. Le mouvement est lancé. Mais est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires, des condamnations Bon, au Mali, il y a des pays où, au niveau du code pénal, il y a des poursuites judiciaires. Mais dans certains pays, on a opté pour la sensibilisation. On a opté pour la sensibilisation parce que rien ne sert d'avoir une loi qu'on n'applique pas. Et moi, j'ai toujours dit, en matière de lutte, il faut utiliser un mix. Parce que c'est une question transversale. Vous voyez, le Sénégal a des bons résultats. Les gens commencent à menacer. Il y a eu des procès au niveau du Sénégal, au niveau du Burkina Faso. Mais au Mali, jusqu'à présent, on a privilégié le dialogue, la sensibilisation. Et vous l'avez dit, c'est un problème social. À partir du moment où c'est un problème social, il faut lui apporter une réponse sociale, mais transversale. J'aime utiliser le terme de mobilisation sociale. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que les États s'y mettent. Au Mali, il y a la législation. Bon, de toute façon, le Mali est signataire de la Convention des droits de l'enfant depuis 1990. Mais il n'a adopté son code de la protection de l'enfant qu'en 2002. Bon, on a créé, au niveau du Parlement des enfants, on a créé aussi le programme national de lutte contre l'excision, qui a des comités régionaux, sur-régionaux, et puis des groupes consultatifs. À partir du moment où c'est une question transversale, au sein de ce groupe siège, par exemple, le Conseil des Églises, la mission protestante, le Conseil islamique, et puis les griots, qui sont des véritables leaders d'opinion. Bon, ainsi que les médecins, les chercheurs, parce qu'il faut d'abord il faut construire une base de données. Mais bon, il y a ces comités consultatifs, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un bureau? Est-ce que les gens peuvent aller les voir? Oui, il y a des comités, et puis il y a des comités paritaires avec les ONG. Et puis une des missions de ce comité, c'est de s'occuper des cas spécifiques. Bon, maintenant, qui ose, qui n'ose pas, comme je dis, encore une autre question. Il faut continuer à sensibiliser. Et c'est d'ailleurs pourquoi, je pense que Mme Sanogo en parlera, dans cette mobilisation sociale, il faut insister sur l'information, la communication. L'information, la communication. L'information, la communication. Okay. On va en parler après, donc les différentes actions qui sont faites au Mali. Mais Mme Konzimus, concernant la loi ici au Luxembourg... La loi ici à Luxembourg est très claire là-dessus. Elle interdit toute forme de mutilation, et cela à tous les niveaux, que ce soit mutilation sexuelle ou bien même une stérilisation est considérée comme une mutilation. Seulement, depuis 2008, on parle vraiment de mutilation sexuelle féminine dans la loi qui a été faite pour la protection de l'enfance. Donc la loi interdit, bien sûr, de faire des mutilations. Et seulement, à ma connaissance, il n'y a pas de réelle répression parce que personne ne dénonce non plus. Et un médecin ne peut pas dénoncer une patiente. Ça va contre le secret médical. Une des choses qu'il faudrait envisager dans la loi luxembourgeoise serait peut-être cette expansion extraterritoriale qui manque. Parce que c'est vrai que les mutilations ne se font pas à Luxembourg, du moins pas de façon connue, et elles se font lors des vacances à l'étranger, dans les pays d'origine. Donc ça, c'est une chose à réfléchir. Mais d'un autre côté, je dois dire que je ne suis pas sûre qu'une loi répressive
soit vraiment la solution. Parce que ça va entraîner encore plus d'actes qui vont être faits de façon cachée. Et après, les patientes auront peut-être peur de venir nous consulter lorsqu'elles auront des problèmes. Donc, je crois que l'aspect pénal est un aspect dont il faut parler et qu'il faut peut-être développer. Mais je crois que le plus important, c'est de gagner la confiance des patientes, de leur expliquer tout ce qui est nocif et tout ce qui est inutile dans ces mutilations. Et ce n'est qu'avec l'information, je pense qu'on pourra lentement changer les traditions. Monsieur Ami, vous êtes aussi un partisan, vous privilégiez aussi plutôt l'information, mais vous pensez que la loi a quand même un avantage. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel? Merci d'avoir posé la question de cette façon aussi très précise, parce que cela me permet d'ouvrir une petite parenthèse concernant les motivations de ces pratiques. Et ça n'a pas été évoqué, si vous me le permettez, j'aimerais le dire. C'est une forme extrême de maintien de la femme à un état subalterne dans la société. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que c'est évidemment un phénomène universel. Dans toutes les sociétés du monde, y compris les nôtres, en Europe occidentale, la femme a toujours été reléguée à un rôle secondaire. Le problème qui s'ajoute dans le cas particulier qui nous occupe ce soir, c'est le sévice corporel. C'est la souffrance psychologique et somatique extraordinaire que cela entraîne, les problèmes au niveau de la santé individuelle et de la santé publique. Bien, donc je tenais à le dire, nous avons connu des problèmes semblables. Personne ne s'est intéressé jusqu'à très récemment au fait que des femmes mouraient par milliers suite à des avortements clandestins. La faculté de médecine le savait, le monde politique le savait, on détournait le regard, ça n'intéressait personne. Ce n'est que depuis quelques dizaines d'années que la société a pris ses responsabilités en la matière. Bon. Et donc là, j'abonde dans le même sens, l'information, en particulier des hommes. En particulier des hommes. Et alors, si vous me permettez d'ouvrir une minuscule parenthèse dans ma parenthèse, et qui est d'ordre humoristique, regardez autour de vous, combien d'hommes sont ici? C'est une constatation que je fais à chaque fois que je parle au sujet de mutilation génitale féminine. Il y a 2, 3, 4 ou 5 ou 6 fois plus de jeunes femmes que d'hommes. En matière d'avantages que la loi belge pourrait présenter, il y en a un que j'ai déjà mentionné à notre merveilleuse modératrice lors d'un entretien préliminaire, qui est que cette loi belge qui est spécifique, c'est-à-dire ce n'est pas la loi qui punit les coups et blessures comme il en existe dans toutes les législations européennes. Nous avons une législation spécifique ayant trait à la mutilation génitale féminine. Alors c'est intéressant, ça ne s'adresse absolument pas aux hommes. On pourrait mutiler les organes génitaux d'un petit garçon en étant bien sûr passible de poursuites judiciaires dans le cadre de la législation coups et blessures, mais il n'y a pas de législation spécifique. Deuxième chose, on ne mentionne pas dans cette législation spécifique les piercings ni les tatouages. Moi, ça me semble étrange. Troisième petit problème de la législation belge, c'est qu'on ne mentionne pas la réinfibulation. Je m'explique. Une femme a été infibulée, par exemple au moment de l'accouchement, de façon à ce qu'elle puisse accoucher par voie basse, on pratique une désinfibulation, on y reviendra probablement, et soit à sa demande à elle, soit le plus souvent de son conjoint, on pourrait donc être confronté avec une demande de réinfibulation. La loi belge ne parle pas de ça, mais elle est sujette à interprétation. Donc, le gros avantage de la loi belge, c'est qu'on peut en faire état aux parents d'une petite fille, au cas où
il est envisagé qu'elle accompagne ses parents lors d'un voyage dans son pays d'origine, pour les informer que si, à leur retour, on devait constater que la fillette a été l'objet d'une mutilation génitale féminine,